Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un immortel, académicien, historien, intellectuel, professeur émérite d'histoire contemporaine à la Sorbonne, après l'avoir été à l'EHESS et à Sciences Po Paris. Il a été l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages sur l'histoire sociale, culturelle et politique de la France. La France, ce cher et vieux pays, c'est le titre, cher à Charles de Gaulle, de l'un de ses derniers essais. Vous l'avez peut-être reconnu. Pascal Horry est mon invité et je suis ravie de vous accueillir sur KTO. Bonjour Monsieur Horry. Bonjour Madame. Ravi de vous accueillir effectivement dans Lumière intérieure sur KTO. Sachez que vous êtes le troisième immortel que je reçois. Après Frédéric Vitou, Michael Edwards et donc vous-même. Donc j'en suis ravie. Est-ce qu'on peut préciser d'ailleurs un point sur l'immortalité, non? On peut préciser un point sur l'immortalité. Et après j'allais préciser. Allez-y. Parce que vu de loin, ça peut paraître un petit peu comique ce titre, mais c'est que jamais les académiciens ne se sont donné ce titre. Ils reçoivent à leur entrée dans la compagnie une médaille gravée, depuis l'origine d'ailleurs, à l'immortalité. Mais c'est l'immortalité de la langue française, et non pas des académiciens. L'immortalité de la langue française. Voilà. Ouais, c'est joliment dit. Alors, bon, donc, un immortel dont on sait maintenant d'où ça vient. Ce que je voulais souligner, c'était aussi le fait que vous occupez un fauteuil particulier à l'Académie française. Alors, vous avez déjà reçu le Grand Prix du jury en 2018 de l'Académie française. Vous avez été élu 3 ans après, en 2021, à ce fameux fauteuil 32, qui est réputé être un fauteuil maudit. Et il faut dire que votre prédécesseur était François Weiergans. Il reste un doute d'ailleurs sur les causes de sa mort. Ça, je l'ignorais, mais voilà. En revanche, il n'y a pas de doute sur... Et Alain Robbe-Grillet ne l'a jamais occupé, ce fameux fauteuil 32. Alors racontez-nous cette histoire déjà de votre fauteuil, le fauteuil 32, et des superstitions qui l'entourent, et comment vous l'habitez, ce fauteuil. Quand j'ai prononcé mon discours de réception, où j'étais amené à répondre d'abord à la question du fauteuil maudit, c'est lié à un livre d'ailleurs assez sympathique, assez brillant, de Nathalie Reims, fille, comme Bettina Reims, de Maurice Reims, qui a occupé ce fauteuil. Et il se trouve que après sa mort, effectivement, Alain Robbe-Grillet a laissé passer les années et finalement ne l'a pas occupé, ce fauteuil. Ce n'est pas le seul auquel c'est arrivé. Donc il n'a pas prononcé l'éloge du prédécesseur, donc de Maurice Reims. Son successeur, François Weiergans, a attendu là un délai de courtoisie standard, mais ça commençait à faire beaucoup, et Nathalie Reims, j'allais dire, a craqué. Elle a dit « Non, c'est pas possible, je vais écrire pourquoi c'est un fauteuil maudit ». Mais ça vient entièrement de l'imagination de Nathalie Reims, parce que Gaston Leroux, il ne parle pas du tout de ce fauteuil. Il imagine sur le modèle du fantôme de l'opéra qu'il y a un... C'était le livre Le fauteuil hanté. Oui, le fauteuil hanté, oui. Et c'est pas du tout... le fauteuil 32, il ne donne pas de numéro, évidemment, il n'a pas intérêt, puisqu'à l'époque, il y a déjà des académiciens, s'il donnait un numéro... Bon. Non, donc c'est une légende urbaine et je suis heureux de le repréciser une fois de plus, d'autant plus que c'est loin à mes yeux d'un fauteuil maudit, puisque par exemple c'est le fauteuil sur lequel se sont assis les 2 académiciens qui sont restés le plus longtemps, dont le maréchal de Richelieu qui est resté plus de 60 ans. Plus de 60 ans comme fauteuil maudit, franchement. Non, on peut toujours trouver, en faisant la généalogie, pour n'importe quel fauteuil, des cas particuliers. Il y a même eu un cas de suicide, mais il y a eu des cas de suicide sur d'autres fauteuils. Donc c'est une légende urbaine très récente. Et évidemment, on a fini par oublier le caractère très récent de cette légende. Voilà. Ce catholicisme dont la structure verticale rappelle et peut évoquer la verticalité propre à la nation française, à l'histoire politique de la France, la France, fille aînée de l'Église. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est une exception démocratique en Europe, le fait qu'elle soit dans cet ancrage catholique, la France? Voilà ma question. Alors ce petit tract, le nom de la collection Gallimard dans laquelle ce texte est paru, qui s'appelle « Ce cher et vieux pays », se pose la question
d'un constat que beaucoup de Français ne font pas, alors qu'on mériterait d'y passer un certain temps, à savoir que parmi les pays comparables, disons les démocraties libérales d'Europe occidentale, là on peut comparer, en particulier les pays frontaliers, nous sommes le seul qui ait des institutions politiques aussi autoritaires, disons-le, monarchiques. Je ne le dis pas, je reprends la formule de Maurice Duverger qui parlait de monarchie républicaine. On peut d'ailleurs discuter la formule monarchie républicaine, mais on comprend ce que ça veut dire. Et surtout quand on voit comment fonctionne au quotidien, au moment où nous parlons, tous les pays frontaliers, qui sont très différents. L'extrême de la différence étant la Suisse. La Suisse. Pour simplifier, je dirais que la France est un certain modèle de rapport monarchique au pouvoir, aux institutions. La Suisse, c'est un certain exemple assez remarquable de rapport démocratique au pouvoir et aux institutions. Donc ces deux pays très proches sont en fait extrêmement différents. Et vous avez raison de souligner l'importance de la dimension religieuse comme élément d'explication, mais clairement, dans le cas de la France, c'est la combinaison entre une vieille tradition d'État, de centralisme et de centralité aussi, etc., et puis une culture profondément catholique qui se trouve être, elle aussi, assez verticale, assez centralisée. Les deux s'épaulent. Et je suis de ceux qui pensent que pour travailler sur la nation, question dont on va sans doute reparler ensemble, il faut tenir compte, entre autres, pas seulement, mais assez fondamentalement, des cultures religieuses de ces différents pays. Suivant que vous avez affaire à une culture, je parle, dominante, catholique, protestante, mais aussi orthodoxe, qui change complètement les paramètres, évidemment musulmane, etc. Alors justement, en termes de verticalité, y en a-t-il une plus verticale que l'autre? On a compris que cette culture française explique quand même, ce catholicisme qui imprègne la culture française, exprime cette forme de pouvoir qu'on peut peut-être retrouver aussi chez les Russes, l'orthodoxie et la Russie. Est-ce que ça, vous l'avez réfléchi? Ou l'islam, comme vous en parlez, là, je vous... Alors, le centralisme islamique, c'est autre chose quand même. Il y a une logique d'empire, me semble-t-il, dans l'histoire islamique, que je ne retrouve pas complètement dans l'histoire française, même si la France a un rapport compliqué au modèle impérial, au Saint-Empire romain germanique, mais justement pour s'en distinguer. En ce qui concerne les orthodoxes, je pense que c'est plutôt du domaine presque de la sociologie cléricale, car, pensons-y, nous avons affaire à des statuts de clercs, c'est différent. Et je suis de ceux qui pensent, puisque j'ai beaucoup travaillé à l'instigation à l'époque de René Raymond, sur la notion d'intellectuel, il est évident que la centralité relative mais incontestable de la figure de l'intellectuel dans l'histoire française par rapport aux pays, par exemple, de culture protestante, qui sont très, très éloignés de mettre l'intellectuel au centre, très sincèrement, eh bien, ça a un rapport avec le clerc, avec une cléricature. Ça me paraît tout à fait clair, si je veux dire. Tout à fait clair. Ouais. Donc, on vient de parler du lien entre catholicisme, verticalité, démocratie autoritaire, puisque c'est un terme que vous employez pour... oui, je précise, une démocratie libérale, oui. mais aux tendances autoritaires beaucoup plus évidentes que dans les pays voisins. Prenons simplement les pays riverains, la Belgique, le Luxembourg, qu'on oublie toujours, l'Allemagne, République fédérale, etc. La Suisse, on vient déjà d'en parler, l'Italie, l'Espagne, je m'arrête là, parce que le Portugal n'est pas vraiment frontalier. Vous n'allez pas plus loin, oui, parce que la Hongrie... Oui, non, mais je compare avec ce qui est comparable. Si je comparais la France à la Chine populaire ou la Bolivie, on dirait, vous exagérez un peu. Là, je compare à des pays qui devraient être extrêmement proches de nous, qui le sont sur un certain nombre de points, mais qui sont par exemple fondamentalement des démocraties parlementaires. Et nous avons été le lieu d'une superbe, extraordinaire, assez longue expérience parlementaire qui s'est appelée la Troisième République, complétée par une beaucoup plus courte qui s'est appelée la Quatrième. Vous constaterez que dans les deux cas, ça s'est mal terminé pour ces deux régimes. Dans un cas, à mon avis, c'est la tragédie, c'est 1940. Dans l'autre, c'est le drame, c'est 1958. Parlons de nation. Avec ce livre que vous avez écrit en 2020, « Qu'est-ce qu'une nation ?» reprenant la célèbre question d'Ernest Renan au XIXe siècle, « Qu'est-ce qu'une nation ?» un titre qui ouvre votre ouvrage de 500 pages. Vous disiez que la nation était plus vivante que jamais en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Est-ce encore plus le cas aujourd'hui ? Et cette irréductibilité de la nation est-elle en lien finalement avec la persistance, voire la croissance de la guerre ?
Alors, dans le temps, c'est de plus en plus confirmé. Par rapport à 2020-21 ou 2025, je souscris encore plus à la thèse. Par ailleurs, dans l'espace, c'est le sous-titre de mon livre, c'est une histoire mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus mondial que le national. Ah oui, donc ça fait réfléchir. Je pars dans les premières pages, les premières dizaines de pages, enfin bon, c'est une introduction volontairement assez longue et assez personnelle. Je parle d'où je viens en termes chronologiques, tout simplement. On pourra laisser de côté l'idéologie, etc. Bon, de la Bretagne, sans doute, mais tout simplement de la période dite de 68, puisque j'avais 20 ans en 68. Vous voyez à quel point je suis vieux. Bon. Et vers 68, la nation était à son nadir, hein, pas vraiment à son apogée. Parce que la nation, c'était le passé. Oui, ça avait joué un rôle au 19e siècle. D'ailleurs, dans les programmes d'histoire, bon, oui, on va parler de la nation puisqu'on parle du 19e, mais parlons d'autre chose après. Parlons d'autre chose, vite, vite. Deuxièmement, la nation, c'était le mal, parce que ça produisait le nationalisme qui produisait la xénophobie qui... Et enfin, plus subtil, alors ça, c'était des arguments destinés à la caste des intellectuels, parce que la nation, au fond, c'est une mystification, c'est construit. C'est construit. Or, tout ça s'est effondré. Ces trois formules sont à l'état de cendre au moment où nous parlons, vous et moi, madame. Le passé, évidemment, il est clair que c'est plus que jamais présent. La chute du mur de Berlin a joué un rôle, mais bien entendu, on peut remonter plus haut. Quand mes prédécesseurs défilaient derrière un drapeau de la République algérienne, du Front de libération nationale. Il y avait le N de national. Pour le Vietnam, vous aviez le Front national de libération. Donc c'était assez aveugle, c'était de l'auto-aveuglement, que de ne pas voir cette dimension, voir de l'ambiguïté, voir les contradictions, bon, les équivoques. D'autre part, en ce qui concerne le lien avec le nationalisme, ça, je reprends cette question, je l'ai reprise d'ailleurs à d'autres reprises, j'ai travaillé sur le fascisme, mais il est clair que la nation vient de la gauche, entre guillemets, ça c'est clair, puisque ça se fonde sur la souveraineté populaire. Donc au XVIIIe siècle, il n'y a rien de plus révolutionnaire. Et entre parenthèses, on pourra peut-être en parler, une des particularités françaises, c'est que la Révolution, qui n'est que, si j'ose dire, la quatrième, après la Révolution des Pays-Bas, au XVIe siècle, Provinces-Unies, la Révolution anglaise du XVIIe siècle, pas celle de Cromwell, celle qui aujourd'hui est toujours, au moment où nous parlons opératoire, avec Charles III, la Révolution de 1688, un siècle et un an avant, et la Révolution américaine, elles sont adossées à la religion, et dans le cas de la France, il n'y a pas d'adossement à la religion. Donc on va en parler. Mais il est clair que la nation n'est pas une mystification, parce que tout est construit. L'international, c'est construit aussi. Donc on ne peut pas utiliser contre la nation l'argument qu'on est vraiment dans un domaine où tout est, en fait, à la limite, en effet, de la tromperie. Non, c'est comme ça que fonctionnent les institutions humaines. Elles fonctionnent d'abord sur le symbolique. Ça, on en reparlera peut-être, ça j'y crois beaucoup. Et quand il y a crise du symbolique, il y a crise de ces institutions, qu'elles soient nationales ou autres. Et surtout, la nation n'est pas plus construite que l'internation. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'internation qui est en crise, que c'est l'ONU qui est en crise, que c'est même l'OTAN, qui est encore plus surprenant, qui est en crise, etc. Donc, bien entendu, le national traverse des périodes de crise, mais alors c'est sans commune mesure avec les crises que traverse l'international, a fortiori le mondial. S'il y a bien une notion fragile, c'est celle de mondialisation et de mondial. Pour répondre à la question que vous posez en titre, vous êtes un peu à rebours d'Ernest Renan lui-même qui disait que, il me semble, les nations ne sont pas immortelles. J'avais été très sensible en travaillant sur le texte fondateur d'un autre breton, donc Ernest Renan, et ancien séminariste, comme vous le savez, de constater qu'il avait assez de distance à l'égard de sa thèse pour dire que les nations, ayant eu un commencement, auront sans doute une fin, et il va jusqu'à écrire, et on est dans les années 1880, d'ailleurs c'est intéressant de savoir dans quelles circonstances il prononce cette fameuse conférence sur la nation, que sans doute un jour, dit-il, la Fédération européenne les remplacera. C'est extraordinaire qu'il le dise ça, parce que c'est pas du tout un nationaliste. Renan, c'est quelqu'un qui a une conception qu'on peut qualifier effectivement d'assez démocratique de la nation, alors que lui-même, à mon avis, c'est pas fondamentalement un démocrate, c'est même plutôt un monarchiste, au fond. Mais il a une conception démocratique de la nation, avec la fameuse formule extraordinaire, le plébiscite de tous les jours. Entre parenthèses, on ne s'interroge pas assez sur le fait qu'il utilise le terme de plébiscite qui est passé par le bonapartisme. Ça, c'est une autre affaire. Ou la même. Donc, plébiscite de tous les jours.
Et évidemment, c'est une façon, alors soyons clairs, parce que là, du coup, c'est un peu instrumentalisé, de répondre aux Allemands, qui ont une conception tout à fait différente, à savoir qu'on est, en quelque sorte, déterminé par son identité culturelle. J'utilise des termes d'aujourd'hui. Et que, évidemment, la cathédrale de Strasbourg serait là pour prouver que l'Alsace est profondément germanique. Et on voit bien les drames que ça a pu susciter. Donc, vous avez une conception allemande, une conception française qui s'opposent, qui, dans les deux cas, vont dans le sens qui les arrange. Les Français ont intérêt à croire qu'il y a un plébiscite de tous les jours, parce que d'une certaine façon, c'est comme ça que s'est faite la France, et en particulier à partir de la Révolution. Et les Allemands ont intérêt à croire ça, en particulier mettre en avant la langue, parce que sinon, l'unité allemande explose. C'est donc la langue, c'est donc une dimension culturelle. L'Allemagne du XIXe siècle, c'est le pays de la philologie, et Renan est un philologue, et bien entendu, les deux conceptions se heurtent. C'est d'ailleurs assez tragique de voir en 1870 Renan se rendant compte que ses fameux confrères qui pensent comme lui sur le plan linguistique, etc., brutalement, sont des Allemands. Mais il ne s'en remet pas. Allez, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Sans transition, c'est celle où je m'éclipse et je vous propose 4 mots. À tout de suite, Pascal Horry. À tout de suite. Pascal Horry, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Oui, rien n'a bougé. Si, moi j'ai bougé, je ne suis plus là. Voici le premier mot que je vous propose, facile, un mot facile. Ce qui veut dire que les autres seront plus difficiles? Non, mais bon, vous allez dire que je ne me suis pas trop creusé la tête, c'est le mot histoire. Histoire, ça aurait pu être culture, héritage, transmission. Enfin, histoire, je me suis dit, c'est un petit peu tout. Et rien, enfin, il y a la grande histoire avec une grande H, pour vous citer, voilà. Et il y a la petite histoire. Quand j'entends et que je lis le mot histoire, je pense tout de suite à Georges Perec, qui a parlé de l'histoire avec un grand H, mais pour corriger tout de suite en disant non, l'histoire avec sa grande H. Il était bien placé par son histoire personnelle, sa famille de juifs victimes de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, pour savoir qu'il y avait une grande H dans cette histoire. Oui, ça c'est clair. En même temps, pour moi, l'histoire est beaucoup moins tragique. Aussi loin que je remonte, c'est un peu exagéré, mais je dirais à 7 ou à 8 ans, je me vois passionné par l'histoire. Les livres d'histoire, les dictionnaires, les encyclopédies, les chapitres historiques et je dirais secondairement, mais c'est important, géographique, parce que dans le modèle français, il y a association histoire-géographie. J'ai toujours adoré ça. Dès qu'il a été question de faire des classements scolaires, c'était au collège, en 6e, j'étais premier en histoire, je le suis resté. Pour moi, il était évident que je serais historien. J'ai l'impression en disant ça que c'est assez rare, mais je ne vais pas mentir. L'histoire m'a toujours passionné, mais je suis passé insensiblement de l'histoire presque anecdotique qui plaît tant quand on est jeune, avec de l'événement, de l'événementiel, des mystères éventuellement. L'archéologie m'a beaucoup poussé dans cette direction, en particulier le côté western de l'archéologie, à découvrir, redonner la vie à des milliers d'êtres humains par un sondage, une enquête sur le terrain. Et puis je suis passé peu à peu à une forme d'histoire plus structurelle, soucieuse, effectivement, des déterminismes économiques, politiques, culturels, et surtout culturels. Et c'est vrai qu'assez vite, c'est la dimension culturelle de l'histoire qui m'a passionné. J'ai un peu contribué quand même à donner à l'histoire culturelle un certain nombre, d'abord, de textes, comme l'Entre-deux-Mai, qui était pour moi un grand exercice d'histoire culturelle pendant la courte période de 1968 à 1981, à chaud, avec des statistiques, des dates, etc. Et puis au-delà de l'histoire culturelle, à une forme d'enquête historique qui intègre les représentations, les systèmes de représentation. C'est ça qui me passionnait, le rapport entre la société et les représentations de cette société qui vont de l'équation algébrique jusqu'à la bande dessinée. Tout ça, c'était une affaire de représentation. Et je suis resté dans l'histoire par cette fascination, à la limite, pour non pas seulement l'événement, mais la structure. Et je ne savais pas à ce moment-là que
j'étais en train de mettre mes pas dans ceux de ce qu'on a appelé l'école des annales, etc. Oui, avec des thématiques aussi, parfois à contre-courant. Enfin, la bande dessinée, je crois que c'est votre passion d'ailleurs, mais aussi la gastronomie. À partir du moment où tout peut être objet d'histoire, à partir du moment où surtout on exerce le sérieux de l'enquête à un objet, tous les objets sont éligibles. Et en particulier, je pense que je tiens ça sans le savoir, ou du moins au début sans le savoir, de mon père, qui était à la fois quelqu'un d'extrêmement, entre guillemets, cultivé, mais d'origine populaire, et qui abordait de plein pied, c'est le mot essentiel pour moi, de plein pied tous les objets, en considérant qu'ils étaient tous intéressants, tous significatifs. Et très vite, à la Sorbonne ou ailleurs, j'étais connu comme étant celui qui accueillait des objets, mais ce sont simplement des objets, la méthode est extraordinairement rigoureuse, des objets faiblement légitimés. La bande dessinée, bien sûr, mais le jeu vidéo, mais la mode vestimentaire. Effectivement, je me suis intéressé à la gastronomie, qu'il ne faut pas confondre avec la cuisine. La gastronomie, c'est la culture du manger et du boire. Et il faut prendre ces questions-là, évidemment, au sérieux, entre autres, mais pas seulement, quand on s'intéresse aux nations. Parce que la France est un pays important, aussi bien sur le plan de l'histoire gastronomique que d'ailleurs de l'histoire de ce qu'on appelle, d'un mot assez laid, l'artification des formes d'art méprisées. La bande dessinée n'étant qu'un exemple. Hein. C'est en France qu'est née la cinéphilie, c'est en France qu'est née la bédéphilie, en effet, c'est en France qu'est née la jazzophilie, pas aux États-Unis. Ça, c'est très intéressant et ça nous permet de poursuivre une enquête sur l'identité française. Et la BD, pas chez les Belges non plus, manifestement. Alors, j'ai une théorie très simple sur le rôle important de la bande dessinée dans l'identité belge. Tout ça est lié à la culture religieuse et à la culture tout court. C'est-à-dire que la Belgique se définit comme la partie des Provinces-Unies, des Pays-Bas, comme on disait à l'époque, qui reste catholique, qui parfois d'ailleurs reste catholique moyennant une reconquête au fil de l'épée, comme pour Anvers. Il y a donc ce que l'on a appelé à l'époque, où je commençais ces recherches, cette sorte de contre-offensive du catholicisme, qui finalement est devenue la réforme catholique, on préfère dire aujourd'hui la réforme catholique, et qui se traduit par le rôle des jésuites, l'art baroque, et en particulier tout un ensemble de techniques de propaganda fidei, de propagande en faveur de la foi en l'espèce catholique, qui explique que la bande dessinée de l'école belge soit née chez des éditeurs qui s'appelaient Casterman et Dupuis, qui étaient des éditeurs catholiques avérés. Casterman a fait fortune d'abord avec les missels, que chez Dupuis, il y avait un jésuite qui contrôlait chaque semaine l'exemplaire qui était imprimé du magazine Spirou, etc. L'ambiance était celle-là, et ça explique en particulier le mélange de moralisme et de modernité de la bande dessinée belge. On savait comment s'adresser aux plus jeunes dans une perspective d'abord de propagande et finalement d'évangélisation ou de réévangélisation. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'itinéraire de Hergé. C'est tout à fait clair. Pour revenir sur votre propre parcours historique, revenons aussi sur le lien à votre père. Vous avez d'une certaine façon dépassé votre père, journaliste à Ouest France, vous-même êtes historien. Il était aussi ancien séminariste. On parlait de séminariste, parlant de Renan. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que mon père est un pur produit de la promotion sociale des Blancs, comme on les appelait à l'époque. Ses parents, dans la région du Mans, au Grand Lucé pour être exact, étaient les boulangers blancs du bourg. Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir un boulanger bleu et un boulanger rouge. Mon père était donc enfant de chœur. Il est remarqué par le curé du Grand Lucé qui signale son cas à une châtelaine qui va lui fournir une sorte de bourse. On est dans les années 1910-1920, attention, attention, pour entrer au petit séminaire, l'équivalent d'une certaine façon du collège et du lycée. Le petit séminaire où on apprend le latin, où on apprend bien d'autres choses. Et à la surprise de la famille, qui ne s'y attendait pas, il va passer au grand séminaire. Mais il ne restera pas très longtemps.
Je n'ai pas encore eu le temps d'écrire au grand séminaire du Mans pour savoir quels ordres il aurait pu atteindre. Mais à mon avis, ça n'est pas monté très haut. Je pense que les femmes comptaient dans sa vie et qu'il a compris qu'il y avait une contradiction, donc il a été très lucide. La légende familiale, qui est assez classique d'ailleurs dans ces cas-là, est de dire qu'il aurait renvoyé à sa famille sa soutane. Bon, ça demanderait à être vérifié là aussi. Toujours est-il qu'après, quand vous êtes ancien séminariste, dans les années 1920, le début des années 1920, qu'est-ce que vous pouvez faire? Être enseignant dans l'enseignement dit libre, bon, ça n'attirait que modérément. Et le journalisme, oui, le journalisme, dans la presse démocrate chrétienne. Ouest France, en l'occurrence. Qui s'est appelé l'Ouest éclair, puis et Ouest. Pas chez les radicaux. Pas chez les radicaux. Alors que mon père, finalement, dans le couple parental, était le plus détaché de la religion dans le quotidien. Mais il avait une culture, alors là pour le coup, il avait une culture religieuse et une culture politique extraordinaire. Moi, je n'ai pas eu besoin d'apprendre ce que c'était que le fonctionnement de l'Église catholique avant la condamnation de l'Action française. Moi, j'ai vécu dedans, mais pas parce que mon père en était partisan, mais parce qu'il en était issu. Et ça, c'est très important. Je précise que j'étais un catholique tout à fait rigoureux, qui considérait qu'il n'y avait pas, déjà c'était le verre qui était dans le fruit, certainement, mais quel fruit, qui considérait qu'il n'y avait pas de croyance sans pratique. Et j'ai toujours dit que j'étais devenu athée par intégrisme. En ce sens que pour moi, Dieu était la seule question qui se posait à l'homme, à laquelle il fallait répondre par oui ou par non, et pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. L'agnosticisme, très peu pour moi. Donc, j'étais absolument catholique fervent et rigoureux. Je donnais presque des leçons de rigueur à mes parents. Et quand la réponse a cessé d'être oui, elle est tout simplement devenue non. Radical. Oui. Pour le coup, là. Pour le coup. Vous êtes passé du oui au non. Avec une culture religieuse quand même, qui s'est traduite dans un ouvrage autobiographique qui s'appelle « Jouir comme une sainte ». On voit bien que c'est autobiographique. Oui. Vous êtes en train de tout dévoiler, mon cher Pascal Horry. Allez, rapidement, je vous propose le deuxième mot. C'est le mot « mémoire ». Et il y a des différences entre la mémoire et l'histoire. Pierre Nora, qui a été mon maître comme l'ont été Jean Delumeau et René Raymond, Pierre Nora a superbement glosé sur la distinction et en même temps le lien. Parce que quand vous avez distinction, vous avez lien aussi, fatalement. Et ça m'a toujours fasciné, entre mémoire et histoire. La mémoire est du domaine de la société en profondeur, c'est quelque chose d'organique. Aucune société ne peut se priver de mémoire, d'une mémoire qu'on va qualifier de collective, mais y a-t-il une autre mémoire que collective à ce stade-là? La mémoire individuelle, elle est dans un fleuve qui est celui de la mémoire collective, c'est ce que je pense. Donc la mémoire, c'est structurant pour n'importe quelle société humaine. Et bien entendu, c'est à la fois quelque chose qui sort d'une expérience historique de plusieurs siècles, millénaires parfois d'expérience historique, mais ça varie, hein. Toutes les sociétés n'ont pas une histoire multimillénaire, hein, attention. Et en même temps, cette mémoire, elle est travaillée par des institutions qui la cultivent. Il y a un monument qui me fascine. J'y étais encore récemment avec sa remarquable administratrice, pour la première fois c'est une femme qui s'en occupe, qui est le Panthéon, Barbara Wolfer, l'administratrice du Panthéon. C'est un lieu dont je suis très content de voir qu'il est actuellement très fréquenté. Et franchement, il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas le cas. C'était même pire. Il était d'abord fréquenté par les étrangers et les Français traînaient des pieds. C'est fini, ça. Donc c'est un lieu de mémoire, comme l'a dit comme le programme de Pierre Nora. Pierre Nora. Et le lieu de mémoire par excellence de la nation France, c'est clairement le Panthéon. Chaque pays a ses lieux de mémoire. Et d'ailleurs, c'était une si belle intuition, celle de Pierre Nora, que d'autres pays ont proposé leur propre lieu de mémoire, de l'Allemagne, de la Russie, même du Luxembourg, etc. Pascal Horry, vous avez vous-même un rapport particulier avec cette mémoire. Déjà, depuis 2024, vous assurez la direction scientifique de France Mémoire, si je ne me trompe pas, donc la mission des commémorations nationales.
confié à l'Institut de France. Vous avez également été, pendant une vingtaine d'années, membre du Haut Comité des commémorations nationales, si je ne m'abuse, d'où vous avez démissionné. Alors tout ça est lié dans la mesure où, voilà. Au départ, on m'a demandé de participer au comité des célébrations nationales, avec justement Pierre Nora, à un certain moment, Jean-Noël Jeannet, etc. Dès le début, Jean-Noël Jeannet et moi, nous avons dit « Objection, pour nous, notre travail est un travail de commémoration, pas fatalement de célébration. C'est important de commémorer la Saint-Barthélemy, ou la lutte contre l'hérésie cathare, on ne va pas forcément célébrer, chacun choisira justement. Et malgré tout, l'État, sourd à nos remarques, a conservé le mot célébration. Ce qui fait qu'un jour, il s'agissait de Louis-Ferdinand Céline, il y a eu explosion, et le travail que nous avions fait depuis des années, très rigoureux, très érudit, de préparation en direction des médias, des collectivités locales, de la société civile, comme on dit beaucoup aujourd'hui, destinée à les informer sur ce qu'il y a derrière un personnage, un événement, etc., se trouvait pratiquement ruiné par cette polémique. Alors, nous avons posé comme condition que si on voulait qu'on continuât, Jean-Noël, moi et tant d'autres, à figurer dans ce haut comité, c'était le ministère de la Culture qui était la structure d'accueil, pourquoi pas, eh bien ce soit désormais un haut comité des commémorations nationales. Et là, il est évident qu'on peut commémorer, y compris les fameuses pages noires d'une société. C'est même, à mon avis, indispensable d'aller dans cette direction. Quand j'ai travaillé sur la collaboration, c'était ça, évidemment. Simplement, il y a eu une nouvelle épreuve, et c'est là que nous avons tous démissionné. Il faut quand même le savoir, tous démissionné. Donc, le haut comité s'est arrêté là, parce que le ministère de la Culture n'a pas su gérer, comme on dit aujourd'hui, une autre commémoration, même la commémoration qui était celle de Maurras. Or, pour nous, il est évident que Charles Maurras avait joué un rôle essentiel dans l'histoire française et qu'on n'allait pas, comme les staliniens avec Trotsky, le rayer de l'image. Et là, nous avons décidé de démissionner, exit le ministère de la Culture. Et j'en ai conclu Charles Maurras, qui a quand même un profil sulfureux, académicien, directeur de l'Action française, antisémite, anti-Dreyfusard. Mais qui fait partie de l'histoire française. Si vous éradiquez les antisémites... oui. Bon. Non, ça fait partie de l'histoire. Et vous avez donc effectivement démissionné pour défendre, en fait, la mémoire de Charles Maurras. Non, pas du tout. Pour défendre la liberté académique dont on parle tellement en ce moment à propos des woke, etc. Non, pour défendre la liberté académique, à savoir que si on commence à supprimer Maurras des commémorations, la commémoration n'a plus aucun sens. Non, alors, pour défendre sa commémoration. Oui, mais qui n'est pas la célébration. Oui. Ah, bah oui, mais les mots ont du sens. Hein. Oui, mais là c'est le mot mémoire, cher Pascal Horry, qui est plus proche de commémoration que... oui, mais justement, mais commémoration... Que la célébration. Oui, mais ça résout le problème. Donc, aujourd'hui, je me félicite de me retrouver comme simple, si j'ose dire, directeur scientifique de France Mémoire, issu de l'Institut de France, parce que ça se passe très bien, que c'est confédéral, que c'est collégial, et que nous ne nous heurtons plus à ce genre de contradictions internes qui montrent bien que le pouvoir politique est quand même très souvent le plus mauvais juge de ces affaires-là. Et heureusement, là, vous avez des savants qui se réunissent entre eux et qui ne se précipitent pas tête baissée dans tous les pièges qu'on leur tend. Et vous, personnellement, sur cette mémoire, peut-on oublier, doit-on oublier ? Et pardonner, oui, mais oublier, non. Bah oui, voilà, mais c'est la réponse. C'est ça la réponse. Bah, évidemment, le pardon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la logique du mea culpa, mais moi, en tant qu'historien, j'observe, par exemple, effectivement, la tendance au mea culpa. Ça me paraît intéressant pour éclairer une société, mais je n'ai pas à avoir de jugement de valeur positif ou négatif là-dessus. Allez, on passe du jugement de valeur à... Ah bah regardez. Le mot sainte. Nous y sommes. Vous voyez tout à fait à quoi je fais illusion, cher Pascal Horry. Oui, c'était un mot proche de celui proposé à Frédéric Vitou, qui vous a succédé à cette place d'ailleurs. Je lui avais proposé le mot saint. Pas pour les mêmes raisons. Pour vous, évidemment,
je pense à votre livre « Jouir comme une sainte » et autres voluptés. Et je crois que c'est d'ailleurs Sainte Thérèse, l'extase de Sainte Thérèse, qui vous a inspiré ce titre. J'ai répondu à une demande des éditions du Mercure de France à écrire un texte autobiographique. La collection s'appelle « Traits et portraits ». Autobiographique, c'est déjà assez gênant pour un, entre guillemets, savant, ou je mets des guillemets, pour un historien qui devrait ne pas dire « je ». J'ai trouvé la solution, à savoir que je pouvais m'autoriser cette autobiographie parce que j'allais, en quelque sorte, prendre un objet, qui est tout simplement une œuvre d'art, pour moi grandiose, pour essayer de l'analyser en fonction de ma propre culture d'historien et de ma propre expérience de jeune Français né en 1948, etc. Et l'extase de Sainte Thérèse d'Avila du Cavalier Bernin, dans une chapelle de l'église Sainte-Marie de la Victoire. J'explique d'ailleurs au passage, parce que personne ne le fait, pourquoi c'est Sainte-Marie de la Victoire, quelle victoire, etc. Bref, il y a une expertise d'historien, mais ce n'est pas ça le fond de l'objet, c'est que je parle de mon père, de ma sœur, de Rennes, ma ville quasi natale, la ville où j'ai grandi, etc., de mon rapport au libido, celle de Saint-Augustin comme les autres, Sciendi sans doute, mais toutes les formes de libido, un rapport à l'art, puisqu'il s'agit d'une œuvre d'art, un rapport aussi à la sexualité. Et je vais relativement loin. On a compris que quand je parle d'une sainte qui jouit, je parle de moi. Pourquoi une sainte ? Mais non, mais simplement parce qu'il s'agit d'une sainte et que la distance avec le saint et avec l'homme qui n'est pas saint et qui n'est pas non plus une femme saute aux yeux. C'est-à-dire que le lecteur peut comprendre la part d'ironie qu'il y a dans tout ça. Votre rapport aux femmes, aux saintes, est-ce qu'elles vous entourent ? En tout cas... Oui, et alors je précise tout de suite qu'une des raisons explicites, mais il y avait plus profond, de mon éloignement à l'égard de la religion, qui était la religion catholique, parce que si je me suis dit, vers l'âge de 18 ans, athée, il faut préciser qu'on est tous et toutes, quand on est athée de culture ceci ou de culture cela. Je suis athée, au moment où je vous parle, de culture catholique. J'aurais certainement un raisonnement différent si j'étais un athée de culture protestante, juive, etc. Bon. Et je me souviens que j'étais en train de devenir protestant sans le savoir, mais j'ai brûlé l'étape et je suis devenu tout de suite athée parce que assez tôt, à l'époque où j'étais encore un catholique bon teint, je considérais que le culte des saints, le culte de la Vierge, ça m'éloignait de ce qui était fondamental pour moi, le monothéisme. Bon. Donc je partageais des hypothèses qu'on va retrouver en particulier dans certains mouvements au moins radicaux de la Réforme. Donc saint ou sainte, pour moi, c'était déjà quelque chose qui m'éloignait d'un a priori monothéiste. Mais les saintes sont fascinantes. Et alors Sainte Thérèse d'Avila est extraordinaire, parce qu'elle est, dirait-on aujourd'hui, limite. Elle est, dirait-on en franglais, borderline. Mais, premièrement, il y a Jean de la Croix. D'autre part, il y a le génie presque politique de Sainte Thérèse. Et puis le génie de l'Église catholique, qui a compris qu'il ne fallait pas la transformer en hérétique. C'est un peu comme François d'Assise, mais qu'il valait mieux la mettre sur les autels. Elle a été mise sur les autels assez vite. C'est ça qui est impressionnant. Et là, je dis respect à l'Église catholique. Quel a été votre point de rupture lorsque vous avez renoncé finalement à votre foi, votre catholicisme ? Ça s'est fait sans grand drame, mais pour la raison que j'ai déjà exposée, et ça s'est traduit par justement la fin de la fréquentation des cérémonies catholiques. Et peut-être le début de fréquentation des femmes aussi. Il y a un point commun avec votre père ? Ça avait commencé avant. Oui. Ça avait commencé avant, mais bien entendu, ça... Bon, je ne vais pas établir, ou alors peut-être que vous allez m'amener plus tard, quand cette émission sera terminée, à réfléchir au lien qu'il y aurait entre l'éloignement de l'Église catholique et le rapprochement des femmes. Je n'y avais jamais pensé. Mais oui, peut-être. Je pense quand même que, alors, de même qu'il y a des cultures religieuses dominantes, que, puisqu'on parle de la nation, qu'on en a parlé tout à l'heure, peut-être qu'on va continuer à en parler jusqu'à la fin de cette émission, eh bien, je pense que les nations s'interprètent entre autres par la culture religieuse
dominante, je dis bien dominante, c'est-à-dire que si vous êtes un citoyen américain d'aujourd'hui, vous êtes forcément quelque part protestant. Alors que par ailleurs, vous êtes juif, catholique, non. Mais l'ensemble des institutions, des valeurs, le rapport à l'économie, le rapport aux politiques, sont fondamentalement protestants. Puisque je suis français, même si j'étais par ailleurs juif, etc., je serais quelque part forcément catholique par les valeurs. Le rapport à l'économie et le rapport au pouvoir sont très précisément catholiques en France, et il faut l'assumer. Donc, d'une certaine façon, je ne suis pas sorti de cette dimension-là, mais j'essaye, en revanche, d'en être conscient. Conscient. Un beau mot. Ce ne sera pas le dernier. C'est pas celui que j'ai choisi. C'est le mot, ça va peut-être nous ramener vers la nation ou ailleurs, le mot transcendance. 4e et dernier mot. Pascal Horry. Ah, je pense qu'on n'échappe pas à la transcendance. D'ailleurs, faudrait-il y échapper? Certains voudraient y échapper. Non, je pense qu'il y a des sociétés, alors réflexion d'historien, préoccupés du phénomène religieux, ça c'est vrai. Il y a des sociétés qui sont assez logiquement, pour des raisons historiques, tout simplement, pas philosophiques, historiques, portées à plus de transcendance, d'autres à plus d'immanence. Je pense que sur ce plan-là, il y a un abîme entre la culture chinoise standard et les cultures européennes. Ça, c'est clair. À partir de ce moment-là, le rapport à la mémoire nationale, le rapport à l'histoire avec sa grande H ne peuvent pas être les mêmes. La transcendance, peut-être que je l'ai transposée dans des engagements qu'on peut qualifier de politiques, parce qu'à peu près au moment où je me détachais de la religion, je commençais à militer politiquement. Et alors, du coup, ce rapport aux politiques est presque antithétique de ce que je disais tout à l'heure de mon athéisme, parce que là, en effet, le politique est arrivé pour m'amener à chercher des formes d'équilibre et de conciliation, sinon des extrêmes, parce que concilier les extrêmes, au fond, c'est absurde, mais de conciliation des valeurs. Et c'est pour ça que je me rappelle très bien, en 1967, c'est pas tout à fait innocent, j'ai commencé à m'auto-définir un jour au milieu de mes camarades, dans tous les sens du mot camarade, d'une certaine façon, étudiants, mais certains étaient déjà très militants, évidemment. On est à 1 an de 68. C'est l'époque où, dans mon université, le leader du gauchisme était un catholique de gauche qui s'appelait Jean-Yves Le Drian, etc., etc. Bon, président de l'UNEF. Voilà, oui, oui. Quand je le vois, je lui rappelle toujours ce moment-là, bien sûr. Mais ça me le rend très sympathique, justement, Jean-Yves. Et je me suis défini comme social-démocrate. Et je me suis rendu compte que ça provoquait un grand blanc. Personne ne pouvait comprendre ce que ça voulait dire. Dans un pays de culture catholique, justement, la social-démocratie. La social-démocratie, c'est une expérience qui a triomphé dans les pays de culture protestante de l'Europe du Nord, comme par hasard. Mais moi, je me définissais comme social-démocrate. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai tendance à me définir, au moment où je vous parle, encore comme social-démocrate. Ça doit être grave de ne pas bouger à ce point-là. En tout cas, vous n'êtes pas aussi radical que vous disiez l'être. À savoir, concernant la religion, vous êtes passé du blanc au noir. Social-démocrate, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si le blanc était la catholicité ou le catholicisme et le noir l'athéisme. Attention, là je vous surprends. Oui, oui. Noir ou blanc, enfin, vous avez compris. Bonnet blanc ou blanc bonnet. Ouais. Allez, revenons sur cette transcendance, cette verticalité, la boucle est bouclée, puisqu'on avait commencé avec ces mots-là au début aussi. Cette transcendance a-t-elle besoin d'attributs comme le sacré ? Je pense que le sacré est partout. Si on considère que le sacré, alors je ne vais pas faire d'étymologie, c'est ma propre définition, c'est la définition d'un espace qui fait l'objet non seulement d'une attention généralement ritualisée, parce qu'entre parenthèses, je cite beaucoup d'historiens sont arrivés à ça, qui pensent que religio, c'est moins ce qui relie que ce qui est fondé sur la relecture du rituel. Bon, c'est ce que je pense. Il suffit de se pencher d'ailleurs vers les religions pré-chrétiennes. Le drame, au moment de la naissance du christianisme, c'est que les polythéistes et les chrétiens ne peuvent pas se comprendre. Les polythéistes demandent qu'on respecte les rituels de la collectivité. Et les chrétiens disent, mais non, l'essentiel est ailleurs, vous n'allez pas m'obliger à faire vos singeries devant tel ou tel autel.
là, c'est ce qu'on appelle une tragédie, et ça se termine d'ailleurs en général assez mal dans ces cas-là. Bon, donc je pense qu'il y a effectivement des rapports à la transcendance ou à l'immanence, parce qu'il faut penser à ce moment-là à l'autre solution, qui disent beaucoup d'une société. Nous sommes quand même irréductiblement des cultures spécifiques qui peuvent dialoguer entre elles, mais qui restent spécifiques. C'est assez désespérant pour certains qui m'écoutent, mais je le crois profondément. Pour parler plus personnellement, vous vous interrogez beaucoup, j'imagine. Être athée, comme vous le dites, ça veut dire ne croire en rien, finalement. L'au-delà, c'est rien. Pas du tout. Pas du tout. Alors, expliquez-nous un peu sur ces questions philosophiques, ou le sens de l'existence, ou l'espérance. Du XVIIIe siècle, là, ou du XIXe, je pense qu'on a un peu bougé depuis, quand même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de vertigineux à supposer qu'il y a un sens de l'histoire qui sourd des collectivités humaines, mais qui n'est pas forcément un sens qui va vers le mieux, qui peut aller vers des catastrophes, qui peut aller vers des configurations absolument épouvantables, que ce n'est jamais complètement exclu, que jusqu'à présent, d'une certaine façon, l'humanité s'en est plutôt bien sortie que mal, mais que rien ne le dit. Prenons le cas de la démocratie. Je réfléchis beaucoup, ça fait l'objet en particulier de ce tract de Gallimard qu'on a mentionné au début de l'émission, ce cher et vieux pays. Je m'interroge beaucoup sur la notion de démocratie. On ne peut pas en sortir sans oublier que la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Mais pourquoi est-ce que la souveraineté populaire irait vers, par exemple, plus de liberté ? C'est pas dans la définition. C'est pas dans la définition. La souveraineté du peuple peut produire des dictatures. C'est la souveraineté du peuple. Eh oui. La démocratie qui évite ça s'appelle la démocratie libérale. C'est une option. Mais aujourd'hui où nous parlons, à la surface de la planète, vous avez une majorité de démocratie autoritaire, voire même, ce n'est pas un oxymore, de démocratie totalitaire. Il faut penser à ça. Et la fameuse démocratie grecque, tellement commentée à juste titre, pas simplement athénienne, elle s'est terminée comment ? Par l'effondrement de cette démocratie. On ne le dit jamais. Par la victoire de Philippe de Macédoine. Et plus de 2000 ans de monarchie. Voilà. J'entends l'historien qui parle. Ma question était plus personnelle, vous n'y avez pas répondu. Mais peut-être volontairement. Peut-être volontairement. Entendu. Allez, je reviens auprès de vous pour la fin de l'émission, pour la conclusion. À tout de suite, Pascal Horry. Pascal Horry, je suis de nouveau en face de vous. C'est un plaisir pour moi de vous revoir. Et de même, vous ne vous êtes pas complètement dévoilé. Certainement pas. Certainement pas. Notamment sur vos croyances, votre foi. Vous qui vous appelez Pascal quand même. Ah oui, oui. Ça je suis assez sensible à ce prénom qui ravit tous ses amis orthodoxes ou juifs par exemple, pour ne prendre, et bien entendu chrétiens. Voilà. Non, ça je... Vous aimez le porter ce nom? Ah oui, tout à fait. La fête de Pâques, vous la célébrez? Il n'y a rien. Oui. Célébrer, pas commémorer. Ouais. Non, nous avons nos rites familiaux, ça c'est très important, qui sont d'autant plus importants qu'ils sont créés par la collectivité familiale et que nous avons un mois des fêtes qui commence à une date de naissance précise, qui se termine avec une autre date de naissance de nos enfants. Au sein de votre famille? Je crois que vous avez 4 enfants. Oui, 4 enfants. Et donc, cela dure en effet un mois. Avec des cousinades Non. Et ça commence dans un lieu religieux. Ça commence avec la Sainte Lucie dans l'église luthérienne suédoise de la rue Médéric à Paris. Et Lucie, la lumière. Depuis la naissance de nos premiers enfants, nous nous rendons le 13 décembre à la Sainte Lucie. Et c'est le début d'un mois des fêtes parce que nous avons effectivement, je ne peux pas entrer dans le détail, des anniversaires qui sont liés à ça. Donc ça commence sous le signe du religieux luthérien d'ailleurs. Luthérien. Le luthéranisme étant assez étranger. Mais ça ne se termine pas forcément sous le signe du religieux, manifestement. Non, ça se termine par un anniversaire. Et au milieu, il y a l'anniversaire de notre fils qui est né un 25 décembre. Quand même. Et qui se prénomme donc Candide, mais aussi Emmanuel. Ah, oui. 25 décembre. Il n'y a pas de hasard, comme diraient certains. Ah. Vous croyez en Dieu, tout simplement? Pas du tout.
Il y a quand même, je sens quelque chose chez vous. En tant qu'athée, non, normalement. Non. Mais franchement, c'est pas en 3 minutes que je vais répondre à cette question. C'est comme hors caméra, vous parliez du sens de l'histoire. Le sens du sens de l'histoire, on ne pourra pas résumer ça sur la fin de cette émission. Bien sûr. Beaucoup d'inconnus. J'ai quelques doutes sur le sens de l'histoire, au sens où un sens qui serait en effet positif. J'ai quelques doutes. Positif. Un sens de l'histoire qui serait forcément positif. Pourquoi serait-il forcément positif? D'où est-ce qu'on sort ça? Ça nous rassure dans la grande nuit qui nous environne. Oui, enfin... Ah mais les évangiles ne sont pas forcément rassurants. Chacun sa lumière, même et surtout intérieure, et chacun sa nuit. Chacun sa nuit. Et de la nuit surgit parfois la lumière. Bien sûr. Mais il y a des formes de surgissement de lumière qui ne sont pas forcément religieuses. Bien sûr. Votre lumière intérieure, pour terminer, ce serait laquelle? C'est peut-être l'histoire, quand même. Donc quelque chose d'un flux. Donc le mot phare, au sens propre du mot, qui était le premier mot que je vous ai proposé. Oui, disons-le. Un mot qui vous définit. Disons-le, oui. Mais il y a d'autres mots qui se bousculent juste après. Juste après. Ouais. Qui l'entourent. Qui l'entourent. Avant de conclure, je vous propose bien sûr de lire les ouvrages de Pascal Horry, mais il y en a tellement. Allez, je vous propose ces deux-là. Qu'est-ce qu'une nation, ce cher et vieux pays? C'est beaucoup plus léger, ça se lit plus vite. Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? L'Académie me prend beaucoup de temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça me passionne. J'imagine. Ça me passionne. Et du coup, j'ai un peu ralenti l'écriture d'un livre auquel je tiens, qui est un peu dans la continuité de Qu'est-ce qu'une nation? C'est-à-dire que c'est le résultat d'environ 40 ans de séminaires et de cours, disons-le, et qui est une histoire des politiques symboliques. En d'autres termes, comment les sociétés politiques modernes, du XVIIIe siècle à ce soir, et au-delà sans doute, utilisent l'emblème, le monument et le rituel. Et donc, le titre du livre est « Emblème » au singulier, monument, rituel. Et je l'ai dit déjà dans cette émission, je pense que les sociétés vivent et parfois meurent du symbolique, ou d'une défaillance du symbolique. Ça, j'en suis persuadé. On sera ravis d'en apprendre plus dans ce prochain ouvrage. Merci infiniment. Merci à vous. Monsieur l'académicien Pascal Horry. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse, kto.tv.com. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Et encore un grand merci à notre immortel. En plus, on connaît le sens maintenant de l'origine de ce mot. Merci. Merci à vous.